Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Sybille, que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine? Alors cette semaine, c'était l'ouverture des portes de la foire Art Basel Miami Beach qui célèbre cette année les 20 ans de foire Art Basel Miami Beach. Et cette édition 2022 était particulièrement impressionnante. C'était la plus grande édition jamais réalisée avec 282 exposants, 38 pays représentés dont 26 qui participent pour la première fois. Donc voilà une foire XXL qui se voit particulièrement dans l'espace, le récent espace créé par la foire qui s'appelle Méridian, où des artistes exposent leurs œuvres monumentales. Cet espace a été pensé par Magali Ariola, directrice du musée Tamayo à Mexico, et on y retrouve 20 installations à grande échelle. Et par exemple, cette installation de l'artiste brésilien Jonatas de Andrade, qui a créé Perdu et retrouvé. Donc voilà, une installation de 25 bustes en terre cuite et en vente pour 120 000 $ par la galerie Continua. Alors si on regarde un petit peu à Art Basel Miami Beach, qu'est-ce qu'on peut constater de nouveau cette année, Sybille? Alors, pour la curatrice de cet espace Méridian dont je viens de parler, elle explique que les œuvres qui sont présentées offrent de nouvelles perspectives pour l'activisme de l'art autour du genre et de la race. Et effectivement, au sein de la foire, on retrouve beaucoup d'œuvres d'art engagées, elles sont très présentes. Je reprends l'exemple cité par les Échos au sein de la galerie Häuser und Wirth qui expose cette grande peinture sans titre réalisée en 2020 par le peintre américain Henry Taylor, et elle représente dans un esprit un peu nostalgique le couple Obama, et cette œuvre est partie dès le vernissage pour 700 000 $. Deuxième aspect de cette foire, c'est que désormais une nouvelle direction est à la tête d'Art Basel. Noah Horowitz en est le directeur général, il remplace Mark Spiegler, et puis Vincento De Bellis prend la direction des 4 foires, Bâle, Miami Beach, Hong Kong et Paris. Et Sybille, on note également qu'un nouveau prix récompense un artiste français. Oui, c'est encore au sein d'Art Basel Miami Beach. Ce prix s'appelle le prix Étant donné. Il a été créé par le comité professionnel français des galeries d'art et la Villa Albertine. Et voilà, ils se joignent tous les deux pour la première fois à Art Basel Miami pour lancer ce prix, cette édition 2022. Et il a été décerné à Julien Creuset. Le critère, c'était un artiste vivant, actif de la scène française artistique et qui soit aussi exposé à Art Basel Miami. Il a remporté une somme de 15 000 $ à partager avec ses galeristes, car il est représenté par Ayart et Andrew Krebs. Et cet ancien lauréat du prix Marcel Duchamp attire notamment pour toute l'attention qu'il porte sur les problématiques climatiques. Autre sujet dans les actualités du monde de l'art cette semaine, Sybille, on a découvert l'existence d'une liste rouge d'œuvres ukrainiennes qui a été dressée donc par le ministère. Exactement. Alors depuis le début de la guerre en Ukraine, une alerte a été sonnée pour faire attention au trafic illicite d'œuvres d'art provenant de l'Ukraine. Alors selon le ministre de la Culture ukrainienne, 40 musées auraient été pillés depuis le début du conflit. Alors le Conseil international des musées, l'ICOM, avec l'aide de 11 musées ukrainiens, a créé une liste, un livret qui représente les différents objets d'art ukrainiens qui pourraient être mis en péril pendant la guerre. Cette liste rouge est exhaustive. Elle comprend 53 types d'objets appartenant à différents courants. Là, on retrouve des pièces archéologiques, des manuscrits, de l'art folklorique, de l'art religieux et de l'art des beaux-arts tout simplement. Et on retrouve par exemple ce portrait d'une jeune fille en couronne réalisé par Panas Yarmolenko et qui est situé dans le Centre national de culture populaire, le musée Ivan Honchar. Et alors donc cette liste recense toutes ces œuvres. À qui est-ce qu'elle est destinée, cette liste, Sybille? Alors bien sûr, cette liste a pour objectif de limiter le recel de ces pillages et d'aider surtout les douaniers. Et attention, cette liste
rouge n'est pas une liste d'objets qui ont réellement été volés. Ce sont surtout des biens culturels représentés et qui ont été inventoriés au sein des collections reconnues et qui pourraient se trouver dans ces réseaux. Donc cela illustre les différentes catégories qui pourraient être les plus vulnérables au trafic illicite. Et l'ICOM, par exemple, confirme qu'il y a effectivement eu un pillage massif du musée d'art de Kherson par les troupes russes, ce qui démontre que la menace est réelle. Merci Sybille pour ces actualités dans le monde de l'art cette semaine. Nous avons le plaisir à présent d'accueillir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Marine Lebillon, avocat au barreau de Paris. Bonjour Marine Lebillon. Bonjour à tous les deux, merci de m'accueillir. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va évoquer ensemble la fiscalité liée à l'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants. Il existe actuellement une déduction fiscale lorsque des entreprises achètent des œuvres originales d'artistes vivants. Une déduction fiscale dont il est prévu qu'elle s'arrête au 31 décembre de cette année. Mais le projet de loi de finances 2023, lorsque on a évidemment connu cet épisode d'amendement, a vu proposer l'idée que cette déduction fiscale soit prolongée de 3 ans. Où est-ce qu'on en est actuellement, sachant que cette loi de finances est passée donc du coup avec le 49.3 ? Est-ce que ça a remis en cause ce prolongement de la déduction fiscale ? Alors effectivement, ce bornage au 31 décembre 2022 avait été prévu dans le cadre de la loi de finances pour 2020. Donc il faut savoir que depuis cette date, la Maison des artistes, le comité professionnel des galeries d'art se battent pour obtenir une prorogation au 31 décembre 2025. Donc dans le cadre du 49.3, cet amendement n'avait pas été retenu. Le 49.3 ensuite a donné lieu à un examen au Sénat qui a retenu partiellement en fait un report du dispositif, puisque ce dispositif concerne non seulement l'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants, mais également l'acquisition d'instruments de musique. Et donc le Sénat aurait retenu une prorogation du dispositif uniquement pour l'acquisition d'instruments de musique. L'Assemblée nationale, maintenant, va réexaminer le projet avant son adoption. Donc, il y a encore un espoir d'ici le 31 décembre que le dispositif classique tel qu'on le connaît pour l'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants soit maintenu, en tout cas soit prorogé pour 3 ans. Mais pour l'instant, il y a une incertitude. Là, on est dans des discussions, on n'a rien d'officiel sur le sujet, mais on sait qu'il y a des discussions en cours potentiellement sur le sujet. Exactement, il y a un véritable lobbying d'ailleurs de la part des principaux intéressés que sont les artistes et les marchands. Parce que quelles conséquences ça aurait, soit si ça s'arrête, soit si c'est prorogé ? Alors en fait, si ça s'arrête, c'est-à-dire que cette déduction qui est en place en fait depuis 1987, donc on parle d'un dispositif très ancien, bien antérieur au mécénat qui date lui de 2003. Donc il y aurait du jour au lendemain l'impossibilité de déduire sur 5 ans comme habituellement, comme jusqu'à présent, les acquisitions d'œuvres originales d'artistes vivants. Ce dispositif était très intéressant puisqu'il permettait donc de déduire de son résultat imposable par fraction de 20% en fait chaque année pendant 5 ans le prix d'acquisition, donc certes dans des limites de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires ou limite de 20 000 € du chiffre d'affaires, et la seule contrepartie finalement c'était d'exposer l'œuvre achetée, donc l'œuvre d'un artiste vivant au moment de l'achat, d'exposer l'œuvre pendant les 5 ans, de l'exposer dans ses locaux à destination ou du public ou des salariés. D'accord. Donc, dès que ce dispositif sera terminé après le 31 décembre, on ne pourra plus bénéficier de cette déduction. Donc, très certainement que les entreprises, en tout cas les entreprises qui pouvaient bénéficier de ce dispositif, c'est-à-dire les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, vont limiter leurs acquisitions puisqu'elles ne pourront plus bénéficier de ce dispositif. Parce que c'est un vrai soutien aujourd'hui à l'acquisition, ou en tout cas au soutien d'artistes vivants, ce dispositif fiscal ? C'est un dispositif qui bénéficie à la fois aux artistes, aux professionnels, parce que les acquisitions se font parfois par l'intermédiaire de maisons de vente, de commissaires-priseurs ou de galeristes. Et ces professionnels estiment que cela nuira à la fois à leur propre activité, mais également à celle des artistes. On estime à peu près que 11% du chiffre d'affaires des galeries provient de ces ventes aux entreprises qui bénéficient de dispositifs fiscaux très, très avantageux. Et œuvres originales d'artistes vivants, qu'est-ce que ça comprend comme cadre ? Est-ce qu'il y a des particularités ? Donc l'artiste doit être vivant au jour de l'acquisition. D'accord. Artiste français ou étranger, peu importe. L'important, c'est que l'œuvre soit originale au sens de la définition fiscale. Et l'administration fiscale a une définition très précise qui se trouve à l'article 93A de l'annexe 3 au Code général des impôts. Bravo, belle mémoire. Et donc, ce texte prévoit
8 catégories finalement d'œuvres d'art, à la fois des lithographies, des peintures, des photographies dans la limite de 30 photographies tirées, numérotées, signées. Et donc il faut rentrer dans ce type d'œuvres d'art, qui est une liste en fait limitative d'œuvres d'art, pour pouvoir bénéficier de cette déduction fiscale. Donc, par exemple, les fontes de sculpture doivent être limitées à 8 tirages, plus 4 épreuves d'artistes éventuellement. Donc on ne pourrait pas bénéficier de cette déduction si on achetait une œuvre en série ou une œuvre manufacturée. Si vous voulez. Mais alors, pardon, mais la définition de l'administration fiscale vaut pour l'achat effectué par l'entreprise ou pour l'œuvre créée par l'artiste? Pour l'œuvre créée par l'artiste, en fait. D'accord. Parce que c'est une définition de l'œuvre d'art qui ne concerne pas simplement les acquisitions d'œuvres d'artistes dans le cadre de ce dispositif. C'est une définition qu'on utilise en matière fiscale pour tout un tas d'autres dispositifs. Vous savez combien il y a d'entreprises qui étaient concernées par ce dispositif? Non, alors là, on n'a pas de statistiques, effectivement. Il y a des sondages parfois pratiqués donc, par le comité professionnel des galeries d'art, mais ce ne sont que des sondages. On sait en revanche que ce dispositif est évalué à 3 millions d'euros par an. Depuis 2020, les députés, en tout cas, qui ont soutenu cet amendement de prorogation au 31 décembre 2025, évaluent ce dispositif à un coût de 3 millions d'euros par an. Et ces œuvres originales d'artistes vivants, c'est la majeure partie de l'art contemporain qui est en vente aujourd'hui, ou c'est très minime? Alors, ça reste qu'une portion, effectivement, de l'art vendu aujourd'hui, puisqu'on a quand même beaucoup d'acheteurs étrangers qui viennent acheter en France et qui ne bénéficient pas de ce dispositif. C'est un dispositif qui ne bénéficie qu'à certaines entreprises. Donc, par exemple, les professions libérales, si elles sont organisées en entreprises individuelles et qu'elles sont imposées à l'impôt sur le revenu, ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. Les particuliers non plus. Donc, finalement, ça reste effectivement qu'une partie des ventes des artistes vivants aujourd'hui. Et pourquoi, à votre avis, ça va s'arrêter là? Pourquoi c'est pas prorogé? Pourquoi ça s'arrêterait? Mais non, mais parce que c'est quand même, ça va quand même à l'inverse de beaucoup de discours portés sur le mécénat du gouvernement. Donc, alors, on est très nombreux à penser comme vous. Il se trouve que lorsque la loi de finances pour 2020 a supprimé, en tout cas a borné ce mécanisme, c'était dans un contexte de critique des niches fiscales dont on peut tous se souvenir. C'était également à l'époque où l'impôt sur les sociétés a été abaissé. Donc finalement, on a considéré que les sociétés qui étaient imposées à l'impôt sur les sociétés bénéficiaient déjà d'un avantage très important avec cette réduction. Donc c'est un contexte finalement qui était avant Covid, on le rappelle aussi, parce que depuis, les galeries ont beaucoup souffert, et les artistes également, de la fermeture des lieux non essentiels, des lieux de culture non essentiels. Donc le contexte à l'époque favorisait ce bornage. Et puis on ne parlait que de bornage, donc cela permettait finalement de reconsidérer pendant les 2 années qui suivaient le sort de ce dispositif. Et le contexte actuel de 49.3 n'est pas favorable non plus à la discussion sur en ce assemblée. Sujet. Voilà. Mais alors, question naïve, le système de mécénat peut-il remplacer la déduction fiscale si jamais ça s'arrête au 31 décembre 2022? Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs Alors le dispositif de mécénat, heureusement, reste. Il y avait déjà un autre dispositif qui avait été abrogé par la loi de finances de 2020, qui était l'acquisition par des entreprises de trésors nationaux, donc pour elles-mêmes. C'est un dispositif qui était très peu utilisé. Donc il reste le mécénat, qui est toujours applicable. Il reste également la participation des entreprises à l'acquisition d'un trésor national pour le compte de l'État. D'accord. Donc on peut toujours, en tant qu'entreprise, faire des dons, mais on ne peut plus, selon les termes de la députée qui à l'époque avait porté ce bornage dans le temps, on ne peut plus s'approprier une œuvre d'art. Donc on favorise toujours le financement philanthropique d'une association, d'une fondation, mais on ne peut plus, en tant qu'entreprise, s'approprier une œuvre d'art. D'accord, on ne peut plus acheter directement l'œuvre d'art, mais alors qu'au bout de 5 ans... On peut toujours, mais sans la déduction. Oui, c'est ça, sans la déduction, bien sûr, on peut toujours acheter une œuvre d'art, pardon. Mais au bout de 5 ans, que devient cette œuvre d'art? C'est-à-dire qu'elle est au bilan de l'entreprise et elle appartient à qui? Elle appartient à l'entreprise, à la personne morale. Elle est à l'actif immobilisé de l'entreprise, et donc pendant 5 ans, il fallait exposer l'œuvre, parce que si on commençait à cesser l'exposition ou à céder l'œuvre, il y avait une remise en cause, effectivement, de cette déduction, avec une réintégration des sommes déduites au résultat. Mais au bout de 5 ans, on peut, quand on est une entreprise, soit la garder dans ses réserves quand on a une véritable collection, soit la céder. En tout cas, on n'est plus limité par cette condition d'exposition.
Et exposer l'œuvre, justement, ça voulait dire exposer vraiment au public ou seulement à ses salariés? Est-ce qu'il y avait des obligations de médiation culturelle? On peut la mettre dans le bureau du dirigeant, par Alors, exemple? ça, Non, certainement c'est pas. possible. D'accord. Là-dessus, c'est certain que non. Ensuite, il y a un véritable débat parce que le texte était plus large que la doctrine administrative de l'administration fiscale, qui avait une conception beaucoup plus restrictive de la notion d'exposition. En fait, aujourd'hui, il faut que l'œuvre soit exposée non seulement aux salariés, mais également au public. C'est-à-dire qu'on privilégie les halls d'accueil des sièges sociaux, mais alors certainement pas un bureau réservé, ni un bureau réservé au PDG, ni un bureau réservé aux salariés, ni un espace réservé aux clients. Il faut que ce soit ouvert au plus large public. On peut tout à fait déposer l'œuvre dans un musée, par exemple. Pas forcément dans les locaux de l'entreprise, mais on peut confier l'œuvre à un musée. Et après, n'importe qui peut faire la demande d'aller visiter une œuvre qui est dans les Tout à fait, parce qu'en plus, il faut assurer l'information de la présence de l'œuvre dans les locaux. Donc l'entreprise qui exposait son œuvre dans son siège social devait en plus prévenir le public que l'œuvre était accessible dans ces locaux. Merci beaucoup Marine Le Bihan d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler effectivement ce fonctionnement un peu particularité en matière de fiscalité lorsque l'on achète des œuvres originales d'artistes vivants. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci beaucoup. Merci également Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.